Élu en 1976 dans Laurentides-Labelle et réélu à plusieurs reprises, Jacques Léonard est un homme politique discret, courageux, intègre. Il est avant tout préoccupé par la souveraineté du Québec et par son comté. Jacques Léonard fut un ministre influent dans les gouvernements Lévesque, Parizeau et Bouchard. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Léonard. Bonjour, M. Morin. Est-ce que vous avez vu une bonne collaboration des municipalités, des unions municipales, surtout les deux principales, pour justement établir votre plan d'aménagement? Moi, je peux dire que nous avions la collaboration de l'Union des municipalités du Québec qui voulait avoir une loi sur l'urbanisme, l'aménagement, l'urbanisme, et surtout l'urbanisme, et avoir des pouvoirs là-dedans. Chez l'Union des conseils de comté, c'est sûr que on avait des bonnes relations, mais je dirais que derrière la tête, il y avait aussi beaucoup de méfiance. Parce qu'il se souvenait que dans l'année 70, par exemple, l'ancien maire de Rimouski, qui était devenu ministre des Affaires municipales, avait dit l'Union des conseils du comté n'a pas de raison d'être, on va refaire les municipalités. Disons que la méfiance continuait. Et il a fallu naviguer entre l'Union des municipalités qui disait nous représentons 80 % de la population et l'Union des conseils de comté qui disait nous représentons 80 % et plus du territoire. Ça, c'était l'enjeu. Ça ne se rejoignait pas. C'était pas évident. Vous avez créé les MRC, finalement. Oui. Est-ce que vous avez voulu leur donner plus de pouvoir? Vous leur avez donné l'urbanisme, si je suis exact. Oui. Est-ce que vous vouliez leur donner la taxation en plus? La première étape de l'opération, c'était de les obliger à travailler ensemble, ce qui a été la définition des MRC. Les villes siégeaient avec des municipalités rurales, alors qu'avant, elles ne se parlaient pas. Ça, je peux dire ça, là, je suis sûr. Mais en les créant, puis nous, avec une perspective, disons, sur l'avenir du Québec, on ne pouvait pas éviter de se poser des questions sur ce que deviendraient les MRC avec le temps, surtout pour certains d'entre nous, pour nous, après une structure municipale qui est élargie, qui est consolidée, qui a des pouvoirs, qu'est-ce qu'elle fait? Toute la question de la décentralisation qui était réclamée par tout le monde, en tout cas officiellement, je ne sais pas si officieusement c'était aussi vrai, là, mais a surgi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des municipalités? Pour moi, le pouvoir local, c'est un pouvoir très important. Alors, la question de l'élargissement des pouvoirs, comprenant évidemment sa contrepartie des pouvoirs de taxation, est survenue. Mais, comme on a constaté, parce qu'on a fait des travaux là-dessus, puis René Lévesque poussait sur le dossier, c'était un peu prématuré parce qu'il fallait, quand on dit qu'on refait qu'on crée des MRC, il faut en définir le territoire, il faut en définir les rapports de force à l'intérieur, puis avoir des règles là-dessus. Alors, il fallait faire cette étape-là avant de parler d'autre chose. Mais ça n'a pas été mauvais, à mon sens, de mettre sur la table les perspectives parce que ça rebrassait les cartes éventuellement. C'était un bon exercice. Mais la taxation... La taxation. Qu'est-ce qu'on donne comme pouvoir? Mais si vous donnez des pouvoirs de taxation, le corollaire, c'est quel est le mode électoral?
Alors, vous avez une élection au suffrage universel dans les MRC, ce qui venait de dire que les municipalités locales venaient d'être érodées significativement. Qu'est-ce qui est resté entre les deux? Donc, on recréait un autre problème. Finalement, ce dossier-là, il était fermé temporairement en attendant que ça se mette en place. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, sur l'aménagement, sur l'urbanisme, on a appris des choses quand même avec le temps. Dans les pays nordiques de l'Europe, c'est le gouvernement central qui a les pouvoirs d'aménagement de toutes ces questions-là sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Alors, ça aurait pu être une autre approche, mais je pense que ça aurait été mal perçu au Québec, ça n'aurait pas passé politiquement. Ça aurait été un grand débat. Il y avait entre autres, deux réformes qui se faisaient en même temps, zonage agricole, oui. Aménagement du territoire. Oui. Est-ce que ça se complétait, ça, ou il y avait bien des ajustements à faire? Ça a été présenté comme étant des chicanes entre deux ministres, parce que c'est ça qui a été perçu dans la presse. Moi, pour j'ai toujours pensé, je l'ai dit, que c'était complémentaire. Dans la question du zonage agricole, il y avait une urgence à stopper le développement urbain ou les ambitions des développeurs autour des villages. Il y avait des projets de développement à corps partout. C'était évidemment, c'est toujours le territoire agricole qui est le plus facile à urbaniser. Vous creusez une cave, il n'y a pas de roche, c'est dans les plaines en général que vous faites de l'agriculture. Alors, c'est très facile, c'est ça qui se passe. Il y avait aussi la vente des terres agricoles. Et il y avait, pour moi, une urgence à faire la protection du territoire agricole. En même temps qu'il fallait quand même que l'approche d'aménagement d'urbanisme soit beaucoup plus générale, touche la population, touche les endroits où il y avait du développement domiciliaire. Et ça, c'était une approche de beaucoup plus long terme parce que ça impliquait des modifications de structure que le zonage agricole ne pouvait pas attendre. Donc, les deux ont été menés de front, mais avec des effets dans le temps très différents. Ce plan et ces règlements, dont le projet de loi indique les composantes possibles, doivent être conformes aux objectifs du schéma d'aménagement. Une municipalité sur le territoire de laquelle sont déjà en vigueur un tel plan et de tels règlements doit, dans le même délai, les modifier s'il y a lieu pour les rendre conformes aux objectifs du schéma. Monsieur le Président, les mécanismes d'élaboration et d'adoption du plan d'urbanisme prévoient, comme pour l'adoption du schéma d'aménagement, l'information des citoyens et la tenue d'assemblées publiques. Une municipalité qui fait partie d'un comté où n'est pas en vigueur ni en voie d'élaboration un schéma d'aménagement et qui adopte un plan d'urbanisme doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de ce plan, adopter pour l'ensemble de son territoire des règlements de zonage, de lotissement et de construction conformes au plan d'urbanisme. Je considère qu'aujourd'hui, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme a changé, a modifié les comportements vis-à-vis le développement dans les villes. Moi, je trouve ça formidable que les citoyens se soient beaucoup préoccupés d'améliorer leur centre-ville. Ça date de là. Cette préoccupation, ça date de là. Il ne faut pas s'attribuer trop de mérite, là, mais je pense que les citoyens ont été sensibilisés à ce moment-là. En même temps qu'ils étaient pleinement d'accord sur le zonage agricole. Alors, l'une des lois, le zonage agricole était une loi très radicale. Elle s'imposait sur le territoire avec des effets immédiats, tandis que l'autre a été beaucoup plus réparti dans le temps, mais les effets à long terme vont dans la même direction. Et la relation avec M. Garon allait bien? M. Garon a sa personnalité, c'est pas toujours facile. Il défendait son dossier et les deux, je pense que finalement, l'évêque a, disons, tranché pour le zonage agricole, puis en même temps, il a adopté, il m'a appuyé dans la loi de l'aménagement de l'urbanisme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va dans le même sens. Au cours de son premier mandat, M. Lévesque, enfin le gouvernement Lévesque préparait le référendum de 80. Avez-vous été actif vous-même dans l'élaboration de toute cette démarche-là jusqu'à la campagne référendaire?
Oui, j'étais actif jusqu'à un certain point. C'est pas moi qui menais les stratégies. C'était sûrement au niveau du bureau de M. Lévesque, de Michel Carpentier en particulier, qui connaissait très bien le parti. Donc, il y a eu des comités qui ont siégé, des comités de travail, mais j'ai été responsable d'une région, la région des Laurentides. Et à ce titre, bon, j'avais à circuler jusqu'à un certain point coordonné, c'est peut-être un grand mot, mais c'était une préoccupation constante, latente, jusqu'à un certain point lancinante. Comme ministre régional, est-ce que vous aviez plusieurs fois à aller sur le terrain? Oui, on allait sur le terrain. Il y avait des réunions. En politique, qu'est-ce que vous faites, là? Vous rencontrez les militants, vous rencontrez des groupes. Et les brunchs ont commencé un peu à ce moment-là. Donc, oui, ça, on le faisait régulièrement, dans tous les comtés. Puis on le faisait aussi ailleurs au Québec, et dépendant aussi des auditoires qu'on avait. On y allait. J'en avais, moi, pour différentes raisons. Comme ministre, à un moment donné, vous connaissez des gens qui vous invitent, qui veulent vous avoir. Alors, il y avait la région, mais il y avait aussi le Québec. C'était le territoire. Est-ce qu'il y avait aussi de l'adversité, parce qu'il y avait des groupes de pression, il y avait l'opposition à Québec, il y avait le gouvernement fédéral. Comment vous voyez tout ça, ce tableau-là? On baignait dans une atmosphère d'opposition, je dirais. C'était dominé aussi beaucoup par les députés fédéraux qui étaient partout dans tous les comtés. Donc, à chaque fois que nous étions invités, il y avait le député fédéral, le député du Québec. D'un point de vue protocolaire, comme ministre au Québec, je passais avant le député fédéral, mais ça occasionnait des chicanes à l'occasion. Puis bon, par ailleurs, il y avait toutes sortes d'incertitudes. On ne voulait pas le perdre, le référendum, mais les sondages sortaient. On avait des fois des surprises. On n'aimait pas trop ça. C'est comme n'importe quel sondage. On a beau dire qu'on ne les commente pas, on les lit. D'autre part, pardon, il y avait aussi des élections partielles. Il y en a toujours dans la vie politique. Puis on les perdait systématiquement. Ah oui. Là, on se posait des questions. Si on perd les élections partielles, qu'est-ce qui va arriver du référendum? Je pense que ça a été un élément qui a fait que ça a été reporté. D'autre part, si on parle du référendum aussi, les clientèles ont appris à connaître le gouvernement. Et quand je parle des clientèles, je parle des groupes organisés. Alors, chacun disait, bon, ben oui, on peut voter pour vous au référendum, mais il faut que vous nous donniez telle chose. Alors, le marchandage a commencé, les pressions ont commencé. Et graduellement, se sont intensifiées. Ça, j'ai toujours trouvé que difficile à admettre parce que si vous êtes italien pour la gauche, pour la droite, pour tous les groupes organisés de la société. Si vous êtes français, c'est pareil. Vous ne posez pas la question fondamentale par rapport à des intérêts privés ou même s'ils peuvent être très bons. Finalement, c'est pas ça la question. La question, c'est une question identitaire. Est-ce que vous attendiez un meilleur résultat, autant sur le plan régional que sur le plan national? Oui. Moi, j'ai espéré le gagner. J'ai espéré le gagner. Dans mon comté, Labelle, ça a été tout juste. Je pense qu'on l'a perdu de quelques dizaines de votes. Mais j'aurais vraiment aimé le gagner dans le comté. On l'a perdu. Alors, ça, c'était très décevant. Puis la question qui vient immédiatement, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça se finit comme ça ou bien s'il y a autre chose? Évidemment, les fédéraux ont profité de l'avantage qu'ils avaient pour rapatrier la Constitution. Les Québécois ignorent, je crois, en général, le coût de la perte du référendum. Rapatrier la Constitution, ça ne se chiffre pas en dollars là, comme ça. Sauf que les conséquences politiques et économiques à long terme sont majeures. Je pourrais parler aussi du référendum de 95 là-dessus, c'est pareil. Quand vous perdez une bataille comme celle-là, vous en payez le prix par la suite.
les vainqueurs s'installent. Et l'histoire est écrite par les vainqueurs. Pour l'administration du gouvernement, M. Lévesque, au cours de l'été ou de l'automne 80, donc quelques mois par le référendum, vous nomme aux affaires municipales. Est-ce que c'était une continuité de ce que vous aviez fait d'aménagement, ça? J'ai été nommé au début, je pense que c'est novembre 80, après le référendum. Et puis là, il était question de l'élection suivante. Vous me parlez de continuité, c'était évident que c'était dans la continuité que je passe aux affaires municipales. Moi, j'étais content parce que après avoir fait voter la loi de l'aménagement et de l'urbanisme qui ne s'appliquait pas encore, parce que l'opération découpage des comtés était avancée, là, mais n'était pas finie. Même, disons qu'il y avait des oppositions, là je passe par-dessus, mais c'était dans la continuité. J'étais content d'aller aux affaires municipales. Et là, le mandat, c'était on applique la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, on définit les territoires, puis on y va. C'était ça. Vous aviez j'étais quand même... content. Oui, très content. Oh, il y avait oui. quand même des gros dossiers. Il y avait entre autres la communauté urbaine de Montréal. Oui. Bien, dans la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, on avait exclu les communautés urbaines qui avaient déjà des dispositions dans la loi. Et ce que nous avions dit en Chambre, même publiquement, c'est qu'on modifierait les lois des communautés urbaines pour les mettre dans l'esprit de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Et donc, une des opérations que nous avons faites, c'est de changer les lois, de modifier les lois des communautés urbaines pour les rendre conformes à la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Néanmoins, il reste quand même qu'il faut respecter le principe de l'équité fiscale dans les dépenses, dans la répartition des dépenses foncières sur l'île de Montréal, notamment en ce qui concerne la quote-part des dépenses de la CUM. Et à mon sens, ça, c'est un principe de base valable pour l'ensemble des municipalités du Québec et sur tout le territoire du Québec. On a fait les modifications à la loi de la communauté régionale de l'Outaouais, la loi de la communauté ici à Québec, et des communautés urbaines de Québec. Et puis, la loi sur la CUM, modifier la CUM, ça, c'était plus complexe parce que il y avait des dispositions, puis il y avait des enjeux très différents et des enjeux politiques majeurs là-dedans. Alors, ça, c'était un des aspects à réforme de la CUM. Et finalement, ça a passé, mais ça a été difficile. Oui, c'est un pari. Nous avons fait le pari de l'égalité entre Montréal et les villes de banlieue sur le territoire de CUM. En leur disant, vous allez négocier, vous allez vous mettre à la même table, puis c'est Montréal qui s'est trouvé, disons, à céder en quelque sorte là-dessus, ce qui n'a pas été facile. Il y avait le maire Drapeau à l'époque, avec lequel j'ai eu de bonnes discussions, surtout après. Mais ça a été une opposition avec la Ville de Montréal. La loi est passée. Il y avait, évidemment, les députés de Montréal étaient mal à l'aise, mais je pense qu'il fallait faire ce pari. 20 ans après, nous avons dû revoir, puis en quelque sorte, le gouvernement a proposé la fusion. Et là, je me situe en 2000, donc on est loin dans le temps. Parce que les dossiers n'ont pas avancé comme on aurait voulu. Il s'est installé une espèce de logique de compromis. Si j'accepte le prolongement de telle ligne de métro, toi aussi, tu vas accepter la mienne. Puis là, ça a figé tout parce que tout le monde voulait plein de choses impossibles à réaliser dans le court terme. Donc, quand vous faites des opérations comme ça, il faut essayer de voir sur 10 ans, sur 15 ans, 20 ans. Mais en 81, on voulait vraiment donner une chance aux discussions à l'interne pour éviter que tous les dossiers qui étaient contentieux remontent ici à Québec, que Québec soit obligé de trancher sur le territoire. Bon, je pense qu'il y a eu un effort sincère de la part en particulier du président de la communauté urbaine de l'époque, Pierre Desmarais II, puis Drapeau aussi.
Drapeau aussi a dit, c'est la loi, nous allons faire tout ce qu'il faut pour l'appliquer. Puis M. Lamarre aussi a fait la même chose. Donc, c'est bien parti. Ça, je pense que ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Vous avez fait adopter une loi aussi qui mettait fin au déficit dans les municipalités. Quels moyens vous avez pris? Ah, mon Dieu! C'était une toute petite loi de modification dans le Code civil, pas le Code municipal et la loi des cités et villes, où le secrétaire trésorier était personnellement responsable s'il y avait des déficits. S'il autorisait des paiements qui n'étaient pas prévus au budget, qui faisaient que le budget était dépassé et qui mettaient la ville en déficit. J'avais eu à l'époque une rencontre avec l'Association des secrétaires trésoriers, je ne sais pas le nom exact, mais enfin, c'est où ils me suppliaient, ils nous ont dit, vous nous mettez dans l'eau chaude, les maires vont exiger de nous que je signe les chèques. J'ai dit non, c'est pas ça qui va arriver. Mais il dit, vous allez pouvoir dire au maire, la loi dit que je ne peux pas signer si les fonds n'ont pas été votés dans le budget de la ville ou de la municipalité. Ça, j'avais appris ça en France en particulier, que ça empêchait les déficits municipaux. Et effectivement, maintenant, il n'y a plus de déficits municipaux. Il faut se rappeler que dans les années 70, il y avait, je pense, pour des centaines de millions de déficits municipaux. Puis là, à chaque fois, et en particulier sous M. Goldblum, les municipalités s'amenaient au gouvernement en disant je suis en déficit, que le gouvernement paye, me donne une subvention d'équilibre budgétaire. Alors, ça, c'était terminé. Mais il faut dire aussi qu'il y avait eu un travail considérable de fait par Guy Tardif auparavant, d'assainissement des finances municipales. Mais ça, c'est un hic qui faisait que les maires pouvaient demander à leur secrétaire trésorier ou à leur trésorier d'émettre des chèques, même si les fonds n'avaient pas été prévus au budget. Ça a été terminé. Je suis très content d'avoir fait ça. Aux affaires municipales, toujours, vous êtes frotté à la fois à l'Union des municipalités et au gouvernement fédéral à cause des subventions directes que le fédéral faisait aux municipalités, c'est ça? Oui. Ah oui. Là, après le référendum, pour les fédéraux, je pense que, comme on dit en chinois, « the sky is the limit ». Alors là, ils se sont mis à intervenir dans les municipalités. Ah bon? Ça avait toujours été refusé par le gouvernement du Québec sous tous les gouvernements. Alors, ils promettaient des subventions pour des arénas, puis des participations à ceci, à cela. Puis comme le gouvernement du Québec avait des problèmes financiers, ils disaient « Ah, on va donner telle subvention si le Québec en fait autant. » Tu sais, le chantage. Et puis, il n'y avait pas d'affaire là. Il n'y avait pas d'affaire là. Constitutionnellement, il n'y a pas d'affaire là. Puis la Cour suprême a encore maintenu ce jugement-là dans la cause Mont-Tremblant, en particulier la fusion de Mont-Tremblant. Alors, comme les maires qui salivaient que lorsqu'un député fédéral s'amenait puis il disait « Bon, je vais vous donner 200 000 $ pour votre aréna. » Puis là, moi, j'ai déposé un projet de loi 38, qui disait qu'une municipalité qui touchait une subvention fédérale sans l'accord du gouvernement du Québec pouvait se voir retirer une somme équivalente sur toute forme de subvention que le gouvernement du Québec pouvait accorder. C'était contraignant. Bien, écoutez, moi, je pense qu'on exerçait nos pouvoirs. Évidemment que là, ça s'est mis à s'opposer, à crier. Les fédéralistes, les maires fédéralistes, évidemment, en jouissaient aussi. Ça faisait de la chicane, puis bon, c'était une façon de s'opposer au gouvernement. Ce projet de loi a pour fondement les principes d'une saine gestion des fonds de l'administration publique et la compétence constitutionnelle exclusive du Québec sur les institutions municipales et sur les affaires de nature locale. Il applique ces principes fondamentaux à la question des subventions offertes par le gouvernement fédéral aux municipalités du Québec. Alors, le projet de loi est appuyé par M. Lévesque jusqu'à la fin de la troisième lecture. Ça a été voté en commission parlementaire, amendé, puis là, tout à coup, les amendements se sont perdus quelque part. Puis là, rendu à l'Assemblée nationale, à toute dernière minute, ça a été retiré. Bon, ça a été retiré. C'était en 83, décembre 83. Oui, c'est ça.
en décembre 83. Pour moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça inacceptable. Je n'ai pas fait d'eslandre, mais je trouvais qu'on s'effondrait en tirant. Et maintenant, s'il y a eu autre chose, je pense qu'il y a eu des négociations par la suite, mais ça a été l'occasion aussi qui m'a amené par la suite au transport. Ça, c'est au printemps 84. Au printemps 84. Là, vous avez eu le temps, même si ça n'avait pas été là longtemps, d'abolir le péage sur les autoroutes, c'est ça? C'était déjà en marche probablement depuis un certain temps. Les municipalités, pas les municipalités, disons que les populations, les endroits où il y avait des péages commençaient à trouver la mesure assez injuste. Parce que le gouvernement faisait des autoroutes ailleurs, sans péage, puis il maintenait des péages sur des autoroutes qui avaient déjà été faites. Les gens considéraient qu'ils avaient déjà payé pour les autoroutes. C'était une source de revenus assez importante pour le gouvernement. Alors, le gouvernement était confronté à une décision où on met des péages partout, ou on en met nulle part. Parce que si on veut être équitable, c'est ce qu'il faut faire. Alors, bon, discussion, décision, on les abolit. Il y a eu différentes hypothèses qui ont été étudiées par le comité qui a rendu son rapport, d'ailleurs formé par 3 députés du parti ministériel et 5 maires des Laurentides. Et je pense que vous avez là des hypothèses qui me semblent font le tour de la question, d'autant plus qu'on y a collé 8 scénarios. Et la recommandation du comité a été l'abolition du péage. Mais je comprends la réaction des gens lorsqu'ils payaient des péages depuis Duplessis, depuis 1960. On était rendu en 84. Et 25 ans après, les premiers péages, en tout cas, les gens payaient toujours. C'était une source de revenus assez importante pour le gouvernement parce que ça donnait environ 60 millions de revenus par année contre des coûts de l'ordre de 5 millions, 6 millions d'administration, en tout cas les chiffres dont je me rappelle. Et là, après ça, il y avait de la désobéissance fiscale parce qu'il y a des gens qui passaient tout droit, puis là, se mettent à courir après tous ceux qui ne payaient pas. Donc, l'administration en devenait de plus en plus difficile. Mais d'un point de vue, disons, pas théorique, mais d'un point de vue aménagement, d'un point de vue perspective, et la question de l'époque, il aurait fallu la poser autrement. Qui paye pour les autoroutes? Quels sont les services qui sont donnés? Puis, mais il faut dire aussi que dans le temps, la perception des péages n'était pas aussi moderne qu'elle l'est maintenant. Alors que maintenant, vous recevez votre compte à la fin du mois chez vous, puis c'est enregistré automatiquement. J'en ai vu dans le monde de ces espèces de péages-là. Il n'y avait pas de ça à l'époque. Alors la décision, c'était de l'abolir. Elle dit, si on revient, ça sera partout. Il y avait un hic aussi, parce que sur la route transcanadienne, on ne peut pas mettre de péage. Je ne sais pas si on peut maintenant, mais on ne pouvait pas dans le temps. Parce que elle avait été financée en partie par le gouvernement fédéral à grandeur du Canada et il n'y avait pas de péage. C'était la contrepartie aussi du fait que les chemins de fer avaient perdu de l'importance et que le seul lien, ou pas le seul lien, mais le lien routier prenait de plus en plus d'importance et qu'il n'était pas question d'imposer un péage à la grandeur du Canada. Ça, politique canadienne sur les autoroutes. Merci, M. Léonard. On continue la semaine prochaine. Je vous en prie.